Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes, je suis David Honora et je vis à Cannes les derniers jours du 71e Festival de Cannes. Ouais, c'est normal, c'est là que ça se passe. Nous sommes toujours en direct de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la Croisette et qui a fait sa clôture hier soir, juste avant la sélection officielle. Et donc juste avant la sélection officielle, on s'est réunis avec une équipe un poil élargie. Les derniers mohicans de la critique ciné sont là en face de moi et on va tenter de faire le bilan de cette édition 2018. Avec moi donc Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut David. J'ai aussi Hugo Alexandre. Comment ça va Hugo? Salut David, ça va très bien. Et Lucille Bélan. Comment ça va Lucille? Salut. Je suis joyeuse parce que c'est bientôt fini. Ah, tu veux quand même rentrer? Un petit peu. Bon, il fait petit point météo toujours hein, dans nos ciné, c'est important dans un podcast qui du coup n'est pas en direct. Voilà, il fait très beau. Et on va partir avec ce dernier épisode sur un bilan. Et du coup, j'ai préparé une petite liste de catégories qui va nous permettre de revenir à la fois sur les films dont on a déjà parlé, mais aussi dire un mot de films qu'on a vus et qu'on n'a pas encore eu le temps d'évoquer. On va parler de toutes les sélections confondues, à la fois de la sélection officielle, de la quinzaine des réalisateurs bien sûr, en passant par la semaine de la critique, l'Acide si on y a vu des films, et puis le marché du film. Et on commence tout de suite avec une première catégorie. Je vais demander à Hugo le plan qui t'a obsédé pendant tout le festival. Alors, c'est pas vraiment pendant tout le festival, parce que c'est un film qui a été projeté assez tard. Mm-hmm. Et c'est un film que j'ai pas spécialement apprécié, qui est Burning de Lee Chang-dong, qui est un film assez long et assez cryptique, disons. Mais il y a un plan au milieu du film qui est vraiment incroyable. C'est une espèce de plan sur un crépuscule, avec une fille qui se déshabille au ralenti sur la musique d'ascenseur pour échafaud de Miles Davis, et c'est hypnotisant. Je pensais pas, décrit comme ça, c'est pas forcément très vendeur, mais c'est vraiment un plan qui m'a suivi ensuite. Quand même une jolie fille topless sur Miles Davis. C'est sûr, mais un plan de crépuscule de Lee Chang-dong, bon, je sais pas si c'est très vendeur. En tout cas, voilà, ça m'a suivi pendant quelques jours après, donc c'est ça le plan le plus obsédant pour moi. D'accord, Lucille? Moi, je suis complètement amoureuse de ce plan dont tu parles et dont on avait parlé dans une précédente émission, mais si j'y réfléchis bien, le gimmick de mon festival, c'est l'acteur qui joue Mike dans L'été de Kirill Serebrennikov, qui interprète la chanson du film. Donc, alors, faut que je le dise parce que Daniel va me tirer les oreilles si je le dis mal. On a parlé du film en tout début de festival. Leto. Oui, mais alors il y a débat parce que Daniel dit qu'on dit Liette, ouais. Mais dans le film ils disent pas comme ça. Et l'excuse de Daniel, c'est parce que l'acteur est coréen. Donc je sais pas, écrivez-nous des... Alors l'acteur qui interprète la chanson n'est pas coréen en l'occurrence, mais du coup cette espèce de chanson avec ce groupe de jeunes rockers qui jouent sur la plage marche très 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 bien dans un truc un peu summer mais déjà très mélancolique. Et je sais pas, c'était mon ambiance de Cannes. Ça m'est resté. Avec les chœurs féminins derrière. Oui, qui sont un peu bourrés et tout. Arnaud? Alors moi c'est un plan... comme Hugo, ça m'a pas obsédé non plus tout le festival parce que c'était en milieu de festival, je crois, Climax de Gaspard Noé. Mais c'est un plan qui est vers la fin du film. Alors, sans trop spoiler, même si c'est pas un film à spoiler, à twist. Comme c'est un film à vivre, donc du coup, voilà, c'est pas une révélation qui va effectivement. Donc c'est un plan qui a vers la fin et qui est un plan évidemment nourri de tout ce qui a précédé, quoi. Parce que c'est vers la fin du film, c'est un mouvement où on plonge dans une sorte d'enfer, quoi, avec les corps qui se tordent. Enfin, il y a des visions dignes d'un tableau de Jérôme Bosch, quoi. C'est vraiment apocalyptique, assez frappant, quoi. Et il y a un plan vers la fin où une porte s'ouvre de l'extérieur avec les flics qui rentrent. Et c'est un plan à l'envers qui est filmé à l'envers, comme les affectionne souvent Gaspard Noé. Et le truc, c'est qu'au premier plan, par terre, donc c'est-à-dire au plafond, par terre, il y a des corps pareil tordus, d'autres inertes. Et au milieu, il y a une fille
qui est debout et qui continue de danser, qui danse depuis un moment déjà, quoi. Et une sorte de danse un peu désarticulée, quoi. Et en fait, comme le plan est à l'envers, on a l'impression qu'elle est pendue au plafond. Et alors, le surgissement au centre du cadre, de cette lumière extérieure blanche, hein, puisqu'il neige dehors, à l'intérieur de ce cloaque rouge et noir, quoi. Et puis avec ces silhouettes identifiables, hein, des policiers avec leurs chiens, ça ramène un élément de réalité dans tout ce à quoi on vient d'assister, mais qui reste quand même cet élément-là très présent par ce personnage-là qui est comme pendu au plafond et qui crée une sorte de désorientation dans l'espace que vient contredire justement les flics qui rentrent au milieu de l'écran. Donc c'est vraiment un plan assez étonnant comme Gaspard Noé en a le secret, et qui est basé avant tout, oui, sur la désorientation spatiale qu'il arrive à générer chez le spectateur, spatial et émotionnel aussi, quoi. Effectivement, et d'ailleurs dans le film il y a deux trois plans comme ça, des trouvailles visuelles qui valent le détour. Alors moi, pour le plan qui m'a obsédé, alors pour le coup c'est un film qui était plutôt un début de festival, c'est dans Les Éternels de Jie Zhangke. J'arrête pas de repenser à ce moment du film. C'est à la fin du premier segment. Zhao Tao est dans la voiture pendant que son mec se fait prendre à partie par une foule de gars, et elle a un moment d'hésitation et elle sort de la voiture avec un flingue, et là en fait il y a un moment vraiment somptueux, hyper bien composé, avec notamment elle a un mouvement de bras qui est exactement suivi par le mouvement de caméra, comme si elle déplaçait la caméra avec son bras, et à la toute fin du plan, la caméra arrive à faire un plan un peu plus large, et à la cadrer, à faire le point sur elle avec le flingue vers le ciel. Enfin, il y a toute cette composition et le mouvement me paraît vraiment incroyable, et il y a un truc, en fait, je crois que je l'avais dit dans une précédente émission, c'est vraiment le genre de plan où tu te prends une décharge d'adrénaline au moment où c'est fait, tellement c'est maîtrisé. Et voilà, c'est un plan qui m'a vraiment beaucoup impressionné, et qui fait partie des capacités de Jie Zhangke, à la fois à faire des plans quasi documentaires et des trucs hyper élaborés, hyper mis en scène, et parfois chorégraphiés. Donc c'est vraiment un truc que je vais avoir en tête et que j'ai hâte de revoir. Alors on passe à la catégorie suivante, et du coup je reviens vers toi, Arnaud, pour l'acteur ou l'actrice que tu as découvert pendant ce festival. Écoute, moi j'en avais déjà parlé, hein, de toute façon, ouais. Mais c'est un film que j'ai vu au marché, et qui s'appelle Bluebird in My Heart de Jérémy Guez. C'est un polar franco-belge. Et donc moi ça va être unisexe là, mon truc, parce que c'est les deux acteurs principaux, quoi. Roland Moller et Lola Lelanne, là, donc, qui jouent tous les deux respectivement un ex-tolard et elle, une petite Lolita paumée, quoi. Et ils vont se trouver tous les deux et se prendre d'affection l'un pour l'autre, quoi. Et voilà, j'ai trouvé formidable. Je trouve qu'on a les ados ou les enfants, on a toujours tendance à s'extasier sur le fait que, simplement parce que c'est des acteurs et qu'en même temps c'est des enfants. Mais là, c'est vraiment une révélation, je trouve. La gamine là, qui doit avoir une quinzaine d'années, je pense, quoi. Elle est vraiment d'un naturel assez sidérant, quoi. Et puis tout ce qu'elle arrive, toutes les émotions qu'elle arrive à faire passer, c'est assez dingue. Et puis en face, on a en contraste total, quoi, cet acteur, là, Roland Moller, dont je pense qu'on va réentendre parler dans le cinéma international, qui est une sorte de bloc de charisme, quoi, et qui bouffe l'image à chaque fois qu'il apparaît, quoi. Donc voilà, c'est un très beau tandem qui m'a bien tapé dans l'œil. Lucille. Je vais encore le prononcer mal, je vous préviens, parce que j'ai un niveau de coréen assez ridicule, mais Jeon Jong-seo, l'actrice dont on parlait à de l'instant. Burning, voilà, qui fait la fameuse scène qui a marqué Hugo. Elle est magnifique de charisme, de folie, de délicatesse, de vie. Elle passe du rire aux larmes en à peu près quelques secondes. Elle est éveillée puis elle est endormie. Il y a une sorte de vie qui bat chez elle, qui
transpire de l'écran et on comprend pourquoi elle est aussi pourquoi elle suscite autant de fascination chez le personnage principal. Donc moi c'est vraiment mon coup de cœur cette actrice. Et alors Hugo, à qui tu as pensé? Alors moi j'ai pensé à Joanna Kulig, je sais pas si je prononce bien. C'est une actrice polonaise qui joue dans Cold War, et qui est lumineuse, qui joue dans un film qui est censé se passer sur plusieurs années, ou peut-être même plusieurs dizaines d'années. Et c'est une actrice qui a 35 ans, elle arrive au début, et elle joue une fille, je pense, de 15-16 ans. Et en fait, elle passe par toutes les émotions dans le film, elle change au gré des événements qui se produisent, et elle est incroyable en fait. L'acteur aussi est très bon, et ce qui fait que d'ailleurs le film est très bon en général. Et mais c'est aussi grâce à cette actrice qui a pas tourné dans beaucoup de films, d'après ce que j'ai lu. En fait, elle a une filmographie très très restreinte, et donc il faudra quand même la suivre parce que elle est excellente. Alors moi j'avais failli penser à la même actrice que toi, Hugo, et effectivement je la trouve remarquable. Elle porte le film. Mon intérêt sur le film repose beaucoup sur ce qu'elle fait, mais du coup j'ai pensé à un autre acteur qui était dans deux films de la quinzaine des réalisateurs. C'est Karim Leclou, qui a un petit rôle dans Joueur. Joueur, c'est une sorte de film, pour le dire très vite, ça essaye d'être Panic at Needle Park dans le monde des casinos, les cercles de jeu. Dans les cercles de jeu privés. Et il a un petit rôle là-dedans. Il est pas extraordinaire. En revanche, il a le premier rôle dans Le Monde des Tatouages de Romain Gavras, et je trouve que c'est une révélation. Il a un physique pas forcément hyper avantageux. Il paraît pas hyper charismatique sur le papier, mais je trouve qu'il montre une palette de jeux plutôt intéressante, à la fois dans la comédie et dans des registres un peu plus dramatiques. C'est un mec qui a fait pas mal de petits rôles dans le cinéma français et dans différents types de films par le passé. Je me dis que si le film de Romain Gavras a un succès, ça peut être un déclic pour sa carrière. Donc voilà, à suivre Karim Leclou. Et on va... Quelqu'un a crié? Et je sais pas, il s'est passé un truc bizarre. Non, j'ai toussé. Et du coup, on va passer à la catégorie suivante, qui est la plus grosse émotion. Et je vais demander à Lucille ce qui était ta plus grosse émotion. Alors, j'ai pas pleuré pendant ce festival. Du sac. C'est rare. Il y a toujours un moment où je pense avec la fatigue, l'émotion est très très forte. Mais j'aurais tendance à dire que les chatouilles présentaient un certain regard et qui racontent l'histoire vraie de la réalisatrice Andrea Bescon, abusée dans son enfance, qui raconte comment elle a fini par confondre le pédophile qui l'a agressée, et comment elle a fini par en parler à sa famille et à le transcender dans l'art, puisque du coup elle est devenue danseuse, puis comédienne, puis donc réalisatrice. Le film est très 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 fort, et il y a certaines scènes, en particulier avec Karine Viard qui joue sa mère en mode bitchy, qui lui dit qu'en gros ça l'emmerde grave qu'elle raconte cette histoire parce que vont penser les voisins. J'ai eu un peu comme elle, qui a une énergie folle dans le film, j'ai eu des moments de colère à me mettre des larmes de rage dans ce film-là. Mais sans les larmes. Mais ce sont des larmes. Ça marche, voilà, ça marche. D'accord. Arnaud, ton moment d'émotion? J'en ai deux, c'est possible? Bon, allez, on fait un tarif. Et je vais essayer de pas spoiler non plus. Alors il y en a un, c'est Gong Jak, The Spy Gone North, le film coréen dont j'avais déjà parlé aussi. C'est vers la fin. Et donc je vais pas révéler quand même, dire les teneurs du truc, mais en gros c'est une scène de réunion entre deux personnages que tout a séparé quoi, pendant ce film, et qui est très très émouvante, et qui est d'autant plus émouvante, comme je disais la dernière fois, que c'est comment dire, c'est une tonalité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le genre du film d'espionnage, l'émotion quoi, en général. C'est un genre assez aride quoi. Donc j'ai été vraiment cueilli et totalement surpris par ce truc. Ça m'a fait presque un peu penser à La fin des évadés en fait, de Franck Darabont. Ouais. Et alors le deuxième? Et le deuxième, alors je
là je vais éviter de piocher sur la fin du film quand même pour pas déflorer aussi. C'est Mirai. Je m'en doutais un peu, je le voyais. De Mamoru Hosoda. Je vais parler peut-être c'est plus vers le début du film, de l'arrivée de la petite sœur. Parce que c'est... parle bien dans le micro. Ouais, c'est cette scène, en fait, elle est... l'animation de Mamoru Hosoda, elle est... dans l'animation de ces personnages, en tout cas, est assez classique, quoi. Il se centre davantage sur le décor, par exemple, des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé que dans cette scène, il apporte un soin particulier au dessin et à l'animation de ce bébé, et qui est la scène est d'une beauté, quoi. Le personnage, enfin, on a l'impression d'une poupée de porcelaine qui s'anime, quoi. Et je pense que ce qui est très payant, en fait, c'est que jusque-là, on a voisiné avec le petit garçon, le héros de l'histoire, et qui voit cette petite fille arriver dans son univers et l'ébranler totalement, quoi. Donc je pense que le surplus de réalisme et le soin particulier, très détaillé, très impressionniste en même temps, qu'a apporté Hosoda à ce plan-là, quoi, c'était justement pour générer chez le spectateur cette impression d'événement majeur, quoi. Voilà, donc c'est très très beau ce plan sur le petit bébé, quoi. Voilà. Hugo. Moi j'ai déjà parlé dans le podcast d'Une affaire de famille de Koreeda, Hirokazu de son prénom. Et je pense que c'est vraiment ma plus grosse émotion du festival, notamment la fin. Donc c'est pareil, je peux pas spoiler ce film, donc je vais essayer d'être assez vague pour pas. Voilà. Donc je crois qu'on n'a pas dit assez à quel point ce film est mignon dans cette première partie. Et donc il se passe un événement qui fait que ça bascule dans quelque chose de plus tragique entre guillemets. Et c'est à ce moment-là que les yeux commencent à piquer, et jusqu'à la fin du film, il y a notamment des très belles séquences dialoguées avec très peu de texte. En fait, il y a beaucoup de silence, et c'est vraiment, les mots sont forts parce que c'est pas des phrases faciles en plus qui sont dites, et c'est vraiment c'est ma plus grosse émotion, quoi. Ok, alors moi j'ai mon moment d'émotion, je suis un peu comme Lucille, où pourtant j'ai plutôt la larme facile, et à Cannes on peut trouver l'occasion d'en verser une petite. Cette année c'était pas tellement le cas. En revanche j'ai quand même eu des gros moments d'émotion avec un film qui était à un certain regard, c'est Girl de Lucas Dont. En fait, on en a parlé dans le podcast, et c'est Perrine qui nous avait vanté l'intérêt de ce film. À l'époque, je l'avais pas encore vu, et sur son conseil, j'y suis allé. Et effectivement, c'est très émouvant. Ça raconte l'histoire d'une jeune ado transgenre qui fait de la danse classique, et du coup qui vit et qui met à mal en fait son corps qui lui correspond pas, à la fois du point de vue de la danse et du point de vue de son genre. Et en fait, la grande réussite du film, d'abord c'est l'acteur, c'est un garçon qui joue le rôle, il s'appelle Victor Polster, qui incarne vraiment parfaitement ce qui est en train de se passer. Et en fait, de manière très délicate, le film raconte cette histoire et arrive à faire vraiment ressentir ce que ça soulève comme questionnement, comme difficulté. En plus, le fait de manière finalement assez simple, dans un environnement qui pourrait paraître presque idéal. Et du coup, je trouve qu'on est complètement embarqué jusqu'à peut-être la dernière scène, qui est peut-être un petit peu trop, enfin qui j'en ai pas mal parlé avec d'autres spectateurs qui trouvaient que ça faisait un peu sortir du film. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un gros moment d'émotion, et un moment que je retiendrai. Et ça m'étonnerait pas que le film soit primé au certain regard. C'est un film magnifique, hein. J'espère qu'il aura l'occasion surtout d'avoir une belle sortie salle, ce qui mérite d'être vu. Ouais. C'est un film belge d'ailleurs qui se passe. C'est aussi un aspect intéressant du film, ce côté frontière qui est aussi incarné par le fait qu'il y a les deux langues. Donc ça se passe en Flandre, en Belgique, et du coup il parle à la fois français et flamand. Voilà, je vous recommande Girl de Lucas Dont. Et on enchaîne. Alors là, carrément on passe des larmes au rire. Et du coup, je vois Hugo qui rigole déjà.
Et je lui propose de parler de son plus gros fou rire, s'il y en a eu un. Il n'y a pas toujours des fous rires au Festival de Cannes. Est-ce qu'il y en a eu cette année? Ouais, en plus, moi, je suis pas tellement sujet au fou rire. Enfin, je ris souvent avec le nez, en fait, comme ça. Mais c'est ton équivalent. Mais en gros, je sais pas si on a bien entendu ton rire du nez, du Attends, coup. j'en fais. Okay. Je le fais souvent comme ça. Et donc, en tout cas, le film où j'ai le plus ri, je pense que c'est Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Et à l'intérieur de ce film, j'ai beaucoup ri à tous les moments où intervient Philippe Catherine. Alors moi, si je peux me permettre, j'allais dire exactement la même chose. Dès que Philippe Catherine débarque dans le plan où il ouvre la bouche, moi j'étais pliée en deux, quoi. Ouais, je sais pas dans quelle mesure c'est lui qui a improvisé le texte, ou je sais, ou si c'est très bien écrit pour lui. Mais en tout cas, il est excellent. En tout cas, c'est carrément écrit pour lui, c'est-à-dire que c'est un génie comique, mais le film utilise à 100% le côté décalé, bizarre, même physique de Philippe Catherine. Enfin, il est poilu de l'intégralité des bras, du dos, de tout le corps, il est sans arrêt en slip, et tout ce qu'il dit est d'une absurdité, d'une tristesse aussi. Même quand il parle pas, il est drôle. C'est ça, une scène au ralenti. Posé là, il est extrêmement drôle. Donc, il est parfait dans le film. Alors moi j'avais aussi relevé le Grand Bain. C'est incroyable comme on célèbre Gilles Lelouch dans nos ciné. Je vois la tête d'Arnaud consternée. Ah, ouais, j'ai pas vu le film donc. Mais alors moi je suis moins client de Philippe Catherine d'habitude, et là je trouve pour le coup c'est vrai qu'il est assez remarquable dans le film, mais tous arrivent à trouver leur registre comique. Et alors moi c'est un moment plus précis, il y a une scène collective que j'appellerais le braquage du Go-Sport. À un moment, ils ont besoin d'avoir tout un équipement, bonnet, maillot assorti, et ils se disent le mieux c'est d'aller carrément les voler dans un magasin de sport. Et il y a une sorte de petite parodie de film de braquage, c'est complètement ridicule. Et la chute de cette scène, j'ai explosé de rire, je m'attendais pas du tout. Et voilà, c'est un bon moment. Du coup, Arnaud, toi, t'as pas vu ce film-là. Est-ce que t'as trouvé des éclats de rire ailleurs? Oui, j'ai eu un bon fou rire là. Bon, c'était pas le plus gros fou rire que j'ai eu de ma vie, hein, mais j'ai eu un bon fou rire aux dépens du film. Hein. À la fin du film argentin, Meurtre contre meurtre de Alejandro Vadel. Parce que c'est, enfin bon. C'était un certain regard, il me semble. Voilà, le film m'a fait un peu rigoler pendant tout le film, parce que d'une part, il y avait un côté film d'auteur. Des antipodes produits pour les festivals occidentaux, quoi. On n'en a pas du tout parlé, tu peux dire juste en une phrase de quoi ça parle? Ça se passe dans la Pampa, là, et c'est non, mais c'est un flic local là dans la Pampa argentine qui enquête sur un tueur, enfin des meurtres de femmes qui sont décapitées. Et voilà, mais alors en gros, la première partie du film et puis toute l'intrigue policière est traitée en mode totalement neurasthénique, avec un comédien qui parle dans son goitre pendant tout le truc. Et c'est très... C'est super bien. Ouais, mais c'est horrible, hein. On a l'impression qu'il a un glavio dans la gorge bloqué pendant à chaque fois qu'il parle, quoi. Bref. Et donc, on a ça pendant une bonne partie du film, avec des scènes très lentes, où il se passe rien, où l'intrigue n'avance pas. Juste dans le temps, il y a un meurtre, quoi. Et puis alors à la fin, au milieu de ce cadre assez habituel, hein, quoi, enfin de genre de film qu'on est un peu habitué à voir en festival, surgit Ed Wood, ou je sais pas, enfin la série Z la plus crapoteuse, avec un monstre donc qui tue des femmes. Bim, spoiler. Ah bah non, c'est dans le titre, mais ça va. Ouais, voilà. Et un monstre, c'est un gros patapouf énorme avec une queue. Au bout de la queue, il a une bite avec laquelle il encule d'ailleurs l'un des héros là. Et puis ça c'est un spoiler par contre. Ouais, enfin bon. Et la tête, il a une tête. C'est le bas du visage, c'est deux énormes couilles, quoi. Alors oui, alors donc, il a deux couilles, mais il faut dire au moins le détail du truc, c'est que sa bouche, c'est une vulve. Oui, voilà avec aussi. Des dents. Hein. Ouais, mais il n'y a pas que des attributs. Donc oui, il y a la vulve, il y a les couilles, il y a tout, quoi. Mais enfin, le truc est ridicule. C'est fou comme. Et alors, vers la fin, t'as un plan là où le monstre, il est là, il se balade au milieu de hautes herbes, il regarde avec sa queue qui s'agite et tout. Et tu te dis mais c'est pas possible. On est passé d'un univers à l'autre là sans aucun sens de sécurité, quoi. À sec. C'est voilà. Ouais, et du coup, j'ai bien rigolé là-dessus. Hein, tu m'as bien vendu le final. Ouais, c'est bien chiant, hein, quand même. Hein, pour en arriver là, c'est un peu long. Alors du coup, on va enchaîner. Alors je vais te demander, Lucille, ta meilleure surprise du festival.
Alors ma meilleure surprise, on l'a déjà beaucoup cité, mais il va falloir le reciter, c'est Burning de Lee Chang-dong. À la première émission, je disais à quel point ce mec me faisait mourir d'ennui. Et il m'a scié les pattes cette année avec un film que j'ai complètement adoré, qui m'a emporté et qui m'a donné plein d'émotions. Donc du coup, je reviens. C'est comme quoi on n'est pas politique des auteurs ici. Je reviens sur ce que j'ai dit. Lee Chang-dong a su me cueillir. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus parce que j'avais choisi la même chose et j'ai à peu près la même chose à dire. Hugo, toi, ta plus grosse surprise ? Moi, c'est un film de la quinzaine des réalisateurs de Guillaume Niclou qui s'appelle Les confins du monde, que je suis allé voir un peu à reculons parce que le sujet m'intéressait pas spécialement. Donc, ça parle de la guerre d'Indochine. Je t'ai convaincu d'aller voir le film en disant il y a quand même Depardieu au casting, ça mérite le détour. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était pour Depardieu, mais on le voit très peu finalement. Et c'est Gaspard Ulliel, le héros, qui veut se venger d'un ennemi qui a tué son frère et sa belle-sœur devant ses yeux de manière atroce. Et en fait, c'est un film hyper violent, hyper âpre et hyper immersif sur la guerre d'Indochine dont on parle très peu. Et c'est vraiment une belle surprise. Je comprends même pas pourquoi ça a pas été sectionné dans la section officielle parce que c'est vraiment un très beau film. Parce que la quinzaine des réalisateurs, c'est super aussi. Oui. Et d'ailleurs, c'est juste une petite anecdote, c'est aussi l'occasion de voir Gérard Depardieu dire cette réplique « c'est pas ma guerre ». Et rien que pour ça, ça vaut le détour. C'est une blague. Non, c'est vrai, c'est dans le film. Alors il le dit, tu peux pas le dire de manière plus Depardieu que ça, mais voilà, c'est magnifique. Ouais, il le dit pas à la Stallone. Ouais. Non, il le dit pas à la Stallone. C'est vraiment, il le dit dans une sorte de douceur Depardieuesque. Arnaud, toi, ta meilleure surprise ? Alors ma meilleure surprise, on en a parlé hier, mais moi je l'avais pas encore vue. Parce que une surprise, il y a eu d'autres films qui m'ont cueilli, mais une surprise c'est quelque chose qu'on n'attend pas par définition. Donc moi c'est Dogman de Matteo Garonne parce que j'avais pas vu les films précédents, j'ai même pas vu Gomorrah, voilà. Donc je connaissais pas du tout l'univers de ce type. J'y suis allé comme ça, quoi. On en a parlé dans le précédent podcast et on t'en a parlé de manière assez bizarre d'après ce que tu m'as dit. Alors moi t'as pas vu les mêmes choses. Toi, je trouve que t'as pas trop aimé. Enfin, t'es nettement moins enthousiaste, donc forcément je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis resté un peu sur le carreau. Lucille qui avait beaucoup aimé, je suis pas du tout d'accord avec les raisons pour lesquelles elle a aimé. Moi, en gros, ce que j'ai aimé, c'est un cinéma en général vers lequel je vais pas forcément, et peut-être c'est pour ça que j'ai eu des réticences par rapport au cinéma de Garonne, quoi. C'est-à-dire un cinéma assez pauvre visuellement, quoi, qui est en tout cas assez misérabiliste dans la forme. Enfin, pas misérabiliste, mais misérable, quoi, en tout cas. Et donc, je vais toujours moins facilement vers ce genre de cinéma. Et donc, ce qui m'a accueilli, c'est quelque chose que les Italiens savent très bien faire, moi, je trouve. C'est-à-dire, c'est créer du mythe à partir de choses très triviales. Quand on regarde par exemple un Sergio Leone, après quand il a eu des plus gros budgets ça a changé un petit peu, mais quand on regarde Pour une poignée de dollars, c'est exactement ce qu'il a fait avec ça, quoi. C'est-à-dire ces trois pauvres cow-boys filmés dans des quelques paysages désertiques du sud de l'Espagne. C'était pas du tout gagné d'arriver à passer après des grands réalisateurs hollywoodiens qui ont fait l'histoire du western, et il a réussi à recréer du mythe avec ça. Et là je trouve que c'est exactement ça, cette histoire pas d'amitié, mais d'anti-amitié, quoi, presque, d'amitié viciée, toxique, même, je crois que c'était le terme que tu avais utilisé, Lucille, entre ces deux personnages. Moi, ça m'a évoqué une version corrompue de Des souris et des hommes. Ce rapport entre deux personnages qui finalement n'arrivent pas à se passer l'un de l'autre et qui se détruisent l'un l'autre au fur et à mesure, quoi. Et tout ça, donc, implanté dans un petit bout de décor, là, ce que tu disais, de station balnéaire misérable, là, je sais pas quel coin reculé d'Italie, avec une imagerie faite de fringues achetées en Bosnie dans les années 80, de décors. C'est le fournisseur, clairement. Voilà, de terrains vagues complètement déprimants, tu vois, trucs comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un tour de force à l'intérieur de tout ce contexte-là, de tout ce décorum, arriver à faire surgir du mythe, de la véritable mythologie cinématographique et des personnages qui deviennent des types, vraiment. Et qui ressortent en tant que personnages plus grands que la vie, quoi. Vraiment, ça m'a bien surpris. Voilà.
Alors du coup, on passe de la surprise à la déception. Et Hugo, quelle a été pour toi la plus grosse déception du festival ? Moi, j'avais pas des attentes énormes parce que il n'y avait pas beaucoup de noms ronflants ou en tout cas de noms de cinéastes qui m'intéressaient spécialement. Et ceux qui m'intéressaient, les attentes ont été relativement comblées. Je pense notamment à Gaspar Noé ou à Lars von Trier. Mais si je devais dire, un truc qui m'a déçu, c'est En guerre de Stéphane Brisé, parce que j'avais beaucoup aimé La loi du marché. Je retrouve pas du tout ce qu'il y avait dans La loi du marché dans celui-là. Je trouve ça assez complaisant dans la mise en scène. Ça se regarde un peu filmé. C'est des longues séquences qui se suivent et se ressemblent, donc ça m'a relativement saoulé, donc je suis assez déçu. Ok, Lucille. On l'a déjà cité, mais c'est Meurs monstre meurt d'Alejandro Fadel, parce que du coup moi j'avais adoré son film précédent Los Salvares, et le mec avait une vraie capacité à faire du film de genre en français, je crois, non ? Comment ? Il n'y avait pas un titre français, Sauvage, non ? Les Sauvages, c'était Les Sauvages. Et du coup il est sorti au cinéma en France du coup, et il avait une vraie capacité à faire du cinéma de genre en rajoutant du fantastique dans le réel, et pour moi Meurs monstre meurt, avec cette histoire de femme décapitée, avait les capacités de faire ça. Enfin, il s'assumait dans le genre. Et j'en attendais beaucoup. Et en fait, le défaut du film, en dehors de son monstre qui montre avec je trouil un courage absolu, parce que quand même pour faire des plans en pleine lumière de cette chose, faut avoir des balls quoi. Et par contre, d'ailleurs il les met sous le menton. Il les met sous le menton. Elles sont là. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait toute la première partie du film, en effet, celle qui pourrait raconter quelque chose et nous expliquer enfin pourquoi ce monstre a cette gueule là et ce que ça raconte, quel était le sous-texte. Du coup en fait le sous-texte il est dans la tête d'Alejandro Fadel et il a pas réussi à le mettre dans son film. On sent que tout a une raison, mais on la comprend pas. Et moi c'est le seul film du festival où je suis sortie, j'en attendais à quelque chose en plus, et où je suis sortie en me disant mais je ne sais pas ce que j'ai vu quoi. Même en dehors du visuel, j'ai pas compris le film. Et c'est quand même dur, parce qu'on arrive toujours à analyser, à trouver des trucs, mais là je n'ai pas compris. Alors Arnaud, toi ta déception, est-ce qu'il y en a une ? Alors moi j'ai pas eu de véritable déception dans ce que j'ai vu quoi. Mais en fait je vais parler plutôt du fait que je suis bien déçu de ne pas avoir pu voir Roma d'Alfonso Cuarón. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus puisque voilà, on l'a pas vu, mais je trouve ça quand même dommage. Et on va pas se lancer dans le débat sur Netflix. On va pas se relancer dans le débat, mais on peut donner l'info que apparemment le film de Jean-Luc Godard qui était en compétition va finalement être diffusé sur Arte. Voilà. Donc le truc il faut absolument une sortie salle pour être en compétition, le cinéma blablabla. Après le truc c'est qu'ils avaient précisé, c'est que le film devait être libre de pouvoir être diffusé en salle, et le Godard reste libre d'être diffusé en salle. C'est-à-dire que même après la diffusion Arte, c'est qu'ils ne veulent pas diffuser les films en salle. Donc après ça c'est un problème dont on peut discuter quoi. Mais c'est toujours pareil, après les cinéphiles enfin dans la problématique Netflix, en une phrase quoi, tu vois, moi je trouve que moi je préfère quand même voir un film sur grand écran, c'est quand même mieux quoi, tu vois, de pouvoir voir un film sur grand écran, mais si c'est pas possible, je préfère le voir sur Netflix, parce que c'est grâce grâce à Netflix effectivement, on va pouvoir voir Roma, on va pouvoir voir le Irishman de Scorsese, on a pu voir Okja de Bong Joon-ho, et ces films-là n'auraient jamais existé. On va pouvoir voir un film inédit d'Orson Welles. Voilà, donc voilà, c'est ça le truc. Donc et c'est pareil là, du coup, Roma de Cuarón. En dehors de toute polémique, moi j'aurais vraiment aimé le voir quoi. C'est dommage, c'est un cinéaste qui tourne à l'heure actuelle, un cinéaste important, Cuarón. Ici c'est le lieu du cinéma normalement, et on ne pourra pas voir son nouveau film. Et en plus on aurait pu avoir justement ce luxe de le voir comme objet sur grand écran. En plus, voilà, c'est un peu là, égoïste c'est que pour évidemment, mais moi ma plus grosse déception, et c'est lié aussi aux attentes que j'avais mis dessus, ça a été le Spike Lee. J'avais fait le rêve d'un retour en grâce, vraiment de retrouver ce qu'il avait pu montrer avec, pour moi, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre absolus, Do the Right Thing et La 25e heure, qui sont un peu deux piliers de sa filmographie. Il a fait d'autres excellents films, mais on sait que depuis un certain temps, son mojo s'est un petit peu perdu. Et je trouve le film assez divertissant, avec pas mal d'idées. Il y a pas mal de choses, peut-être trop de choses, des ruptures de ton qui
pour moi font partie de son talent, mais qui s'accumulent et qui au final me perdent un petit peu. Et voilà, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais voilà, j'en attendais énormément et ce n'est pas le film choc absolu, chef-d'œuvre dont j'avais rêvé. Oh, en même temps, il en a pas beaucoup des chefs-d'œuvre dans sa Il en a pas beaucoup, voilà. Justement, ça aurait été l'occasion d'en ajouter un. Et on enchaîne avec une autre catégorie, la fois où vous avez failli quitter la salle. Arnaud, est-ce que ça t'est arrivé ? Alors oui, moi c'est Lars von Trier. Alors tu vas pas être d'accord avec Hugo qui est très fan. Ouais. Je comprends pourquoi on puisse vouloir quitter la salle parce que non mais alors justement je m'explique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la salle à cause des trucs de gore, de torture porn là, parce que pour moi c'est ça hein, c'est saut par Lars von Trier le film quoi. Mais oui la cathédrale à la fin là, enfin la maison qui construit avec les corps et tout c'est un truc c'est vraiment c'est digne de Saw quoi. On aurait vu ça dans Saw, on aurait rigolé puis on serait passé à autre chose quoi. Mais non, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à cause de ça qui sont barrés de la salle, mais moi c'était pas à cause de ça, c'est juste que je me faisais atrocement chier parce que les scènes chocs dont on parle, il y en a 2-3 hein, dans les 2 premières heures. Quoi. Après il y a la dernière demi-heure où ils partent en enfer là tout ça, mais dans les 2 premières heures il y a 3-4 scènes chocs quoi. Et ça se limite à ça. Entre temps il faut se taper donc les pérégrinations de Matt Dillon. Filmé en mode automatique là avec la voix de Bruno Gans par-dessus qui soliloque. Enfin c'est bon moi je suis pas très client de Lars von Trier on va dire depuis pas mal d'années parce que c'est quelqu'un qui m'a étonné à l'époque de ses premiers films, à l'époque d'Element of Crime, d'Epidemic et puis peu à peu j'ai trouvé que le type s'est transformé en une caricature de lui-même à destination d'endroits comme ici quoi. Et voilà, c'est donc je m'y attendais un petit peu, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même eu à plusieurs reprises envie de me barrer parce que je n'en pouvais plus quoi. C'était Hugo, est-ce que tu as failli claquer ton fauteuil à un moment ? Non, parce que c'est rare que je quitte une salle, ça m'est quasiment jamais arrivé. Cela dit. Il y a un petit film de Godard qui a été projeté en compétition qui est particulièrement propice à ça. Ce qu'il y a, c'est que ça dure que 1h30, mais c'est quand même 1h30 qui paraissent durer 4-5 heures. Donc j'aurais pu envisager de partir, mais bon, j'ai voulu faire honneur à ce grand nom du cinéma. Lucille ? Bah pareil, moi je quitte vraiment la salle que si je suis pas capable de... je suis très peu partie des salles dans ma vie, uniquement si vraiment j'étais plus physiquement capable de voir le film. Et... S'il faut que tu accouches ou un truc comme ça. C'est arrivé, mais du coup non, mais avec des films de David Lynch ou des trucs comme ça qui sont parfois physiquement éprouvants. Et là j'avoue qu'à Cannes, comme on a des gros plannings, comme on est un peu fatigué, comme on est un peu énervé, j'ai un peu perdu mes nerfs pendant Gueule d'ange de Vanessa Filliot, présenté à un certain regard, dont le film c'est un peu Marion Cotillard alcoolique et cagole qui a une fille qui suit ses traces. Et donc, je crois que c'est présenté comme le film de solitude, un truc un peu compliqué, mais en fait en vrai on s'ennuie beaucoup. Et même si la petite fille joue très bien, mais parce ce qu'on disait, les enfants parfois ont une fraîcheur à l'écran qui marche bien, Marion Cotillard qui fait la meuf bourrée pendant plus d'1h30, 1h45, c'est extrêmement pénible. C'est d'une grave pénibilité. Oui, d'ailleurs, j'ai eu des retours qui m'ont fait carrément quitter la salle avant d'y aller. Je l'avais prévu dans mon programme et je me suis dit... T'as quitté la salle avant d'y aller, ça. Pas mal comme concept. Je vais éviter. J'ai été boire un verre plutôt qu'aller voir ce film. Bon, peut-être que j'ai eu tort, hein, peut-être que j'aurais été bouleversé par... Il paraît qu'elle a un petit... on m'a dit que Marion Cotillard avait un accent de pauvre, entre guillemets, qu'elle essayait de parler... voilà, ça a l'air un peu gênant. Alors elle prend pas le côté du sud, parce que ça se passe dans le sud. Elle prend pas l'accent du sud, mais elle prend un accent effectivement un peu popu. Et surtout, elle a une scène un peu référentielle Batman où tout le monde sait qu'elle meurt extrêmement mal. Là, elle a une scène où elle se met à crier d'un coup et son cri se finit dans sa gorge un peu chelouement. Et je sais pas pourquoi ils ont gardé au montage parce que c'est ridicule. c'est vraiment un truc. Mais en fait, c'est le moment, l'instant Batman de Marion Cotillard.
Ok. Bon, je crois que j'ai bien fait quand même de pas y aller. Moi, encore une fois, pareil, j'ai par principe, j'essaie de pas quitter la salle une fois que je suis dedans. En revanche, j'ai vu, c'était aussi un certain regard, un film suédois qui s'appelle Border d'Ali Abbasi. Qui sur le papier et au début du film j'étais assez pris, c'est un truc assez intéressant. Alors c'est difficile de pitcher le film sans spoiler une sorte de révélation assez importante, mais en gros on suit le personnage d'une femme qui est garde frontière, enfin qui surveille les passages à l'aéroport et qui a un sens hyper développé. Elle arrive à repérer la contrebande de toutes sortes, les gens qui transportent des cartes mémoire avec de la pédopornographie dessus. Elle arrive à le sentir juste en les voyant passer. Elle a un physique très très spécial, et puis on découvre petit à petit qu'elle est effectivement spéciale, et elle rencontre quelqu'un comme elle, et on suit une sorte d'histoire d'amour sexuel entre ces deux personnages, et en même temps une enquête policière qui rajoute un petit peu de dramaturgie à l'ensemble. Sur le papier, il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants. Ça aurait pu, à mon sens, faire un bon court-métrage, mais je trouve que le film tient pas du tout la durée et devient en fait assez pénible et assez dégueulasse. C'est très très laid surtout. Voilà, Hugo, tu l'as vu aussi. Ouais, voilà. Donc au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre, mais il y a quelques séquences qui valent le détour, notamment une scène de sexe avec une sorte de c'est là où j'ai failli quitter la salle. Hugo a failli s'évanouir à ce moment-là. Voilà, c'est un film qui divise pas mal, et je sais que beaucoup de gens ont énormément apprécié. Je suis resté plutôt sur le carreau, mais je le cite dans cette catégorie, et ça me permet d'en parler parce qu'on l'avait pas du tout évoqué. Et on enchaîne avec l'avant-dernière catégorie, qui est, sur tous les films confondus, quelles que soient les sélections, votre palme du cœur, le film que vous avez envie de retenir de ce festival. Et je demande à Hugo de m'en parler. Moi j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda. T'as trouvé ça mignon, non, je crois? Ouais, c'est assez mignon. Et c'est le film qui m'a provoqué le plus d'émotions. C'est hyper bien filmé, c'est hyper bien rythmé, donc c'est le meilleur film que j'ai vu ici. Lucille? Moi, c'est Burning, sans réflexion aucune. Je pense que c'est un grand film et je le garderai dans mon cœur un moment, je pense. Arnaud? Moi, j'arrive pas à départager. J'ai 3 films. Ouh là là, 3 films. Bon, c'est les 3 films dont on a déjà parlé. Hein. Ouais, donc tu peux nous les citer rapidement. Mirai, ma petite sœur là, de Mamoru Soda. Gong Jak, donc The Spying God North, là, film coréen. Film coréen de Yoon Jong-bin. Et puis le film que j'avais vu au marché aussi, dont on avait parlé l'autre jour, El Reino de Rodrigo Sorogoyen, film thriller politique sur un homme politique corrompu. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal à me départager entre ces 3 titres. Pour en savoir plus sur ces 3 films, je vous invite à écouter les précédents podcasts où Arnaud en avait parlé. Et moi, j'en ai parlé, je crois, dans le précédent épisode. C'est Un grand voyage vers la nuit de Bigan. C'est un film chinois qui était Un certain regard, que j'ai très envie de revoir, parce que c'est un film qu'on peut essayer un petit peu de décoder. Enfin, la narration est assez complexe, voire par moments incompréhensible. On est dans une sorte de rêverie. Et j'ai quelques réserves sur la première partie du film. Il paraît que le film a été terminé vraiment au tout dernier moment, en tout début de festival, et il paraît que le réalisateur a l'intention de remonter des choses dans la première partie, notamment pour apporter peut-être des éléments narratifs un peu plus précis. Mais ce qui est totalement incroyable dans ce film, c'est cette deuxième partie, qui est donc un plan séquence d'1 heure en relief, qui est totalement hypnotisant, fascinant, tout ce que vous voulez. C'est hyper élaboré,
avec pas mal de figurants, la nuit, avec des très longs mouvements. Je l'avais dit l'autre fois, il y a du ping-pong, de la tyrolienne, du scooter. Le plan séquence est complètement dingue. Et puis voilà, donc c'est vraiment un des chocs esthétiques du festival pour moi, qui avait vraiment le niveau pas très loin pour peut-être aller en compétition. J'ai hâte d'avoir l'occasion de le revoir, sachant que c'est un film pas si facile à distribuer, parce que voilà, un film d'auteur chinois où il faut distribuer des lunettes 3D que le spectateur va mettre au milieu du film, c'est un peu compliqué, mais c'était un régal de le découvrir ici à Cannes. Et on arrive enfin à la dernière catégorie, qui est une catégorie un peu moins personnelle, mais qui va être plus de l'ordre du pronostic. Parmi les films qu'on a vus en compétition et ce qu'on sait du jury, le feeling, les rumeurs, tout ça, est-ce que vous avez un pronostic pour la Palme d'Or? Arnaud, est-ce que tu as une idée? Je te laisse tousser. Ah, pardon, Arnaud a un petit problème de toux. Et donc, on va demander à Lucille. Oui, moi, je parie sur le Nadine Labaki, Capharnaüm, qu'on a vu hier soir. Et du coup, je pense qu'on a un jury qui est très, très politisé, ou en tout cas qui a envie qu'on traite des problématiques notamment mondiales. Kate Blanchett et Ava DuVernay, on peut le penser. Ouais, et puis Kristen Stewart aussi. Sachant que du coup, on a quand même un festival qui est très LGBT aussi cette année, ou en tout cas qui intègre beaucoup de problématiques LGBT. Mais en tout cas, pas Capharnaüm. Pas Capharnaüm du tout. Capharnaüm, en fait, du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est un film qui suit un enfant sans papier dans les espèces de bidonvilles de... c'est Beyrouth. Ouais, c'est au Liban, je sais pas. Ouais, j'imagine que c'est Beyrouth. Une grande ville et qui se retrouve confronté, pareil, qui une fois sorti de chez lui se retrouve confronté à différentes galeries de personnages, à la fois dans les trafics de sans-papiers, une autre femme sans papier avec un enfant, et le film moi, on n'a pas parlé avant, mais m'a beaucoup touché, a beaucoup marché sur moi, même s'il est pas très subtil dans son propos, et je pense que c'est une montée en puissance de Nadine Labaki en termes de cinéma, parce que pour l'instant elle avait fait des films plutôt, je trouve, bien mais mineurs, et là on a quelque chose de très solide, donc c'est possible que ce soit en palmarès. Il y a une manière aussi de pitcher le film qui est assez intéressante, c'est en gros c'est un jeune garçon qui attaque ses parents en justice pour l'avoir mis au monde. Oui, c'est le procédé pour raconter un peu son histoire du coup. Ouais, juste pas grand chose à ajouter, mais alors moi qui suis nul en pronostic, j'ai tendance à me dire qu'effectivement ça peut être un candidat, ça serait pas le mien, mais peut-être que effectivement ce jury peut être séduit par ce film. Il y avait tout un buzz qui précédait le film. Qui est produit par Gaumont, qui a été acheté par Sony pour les États-Unis. Voilà, il y a pas mal de choses qui étaient dites avant la projection du film. J'ai l'impression que le soufflet retombe un petit peu. Les questions se posent. Voilà, en tout cas, ça serait dans les Palmes d'Or, les choix politiques, à mon sens, au moins un meilleur choix que Les Filles du Soleil d'Eva Husson, qui est quand même assez raté. Mais voilà, le jury décidera dans quelques heures. Hugo, une idée, un pronostic? Moi, j'ai une petite pièce sur L'été de Kirill Serebrennikov, donc Lieto en version originale. C'est un film qui fait relativement le consensus au niveau de la presse, déjà. C'est un film très libre, qui a un vrai regard, une vraie atmosphère. C'est le genre de choses qu'on demande à Cannes. Puis c'est un film de quelqu'un qui est bloqué dans son pays, donc ça joue aussi. Et puis c'est un film rock, et je pense que dans le jury, il y a des gens qui sont assez sensibles à ça, genre Kate Blanchett ou Kristen Stewart, qui ont déjà joué des rôles dans ce genre de film. Donc ça fait plein d'éléments qui me laissent à penser que ça sera. Il y a une vraie portée politique en dehors du fait que Serebrennikov est bloqué dans son pays. Ça parle quand même de. Oui, parce que les raisons pour lesquelles il est bloqué, enfin bon, c'est pas. Oui. C'est pas Jafar Panahi, hein, c'est pas la même chose. Arnaud, tu t'es remis, ça va? Ouais, désolé, petite canne de tout. Non, moi j'ai pas de pronostic parce que je m'intéresse très peu à la compète officielle en général. Je crois que j'ai dû voir 3 films de la compète officielle. T'as vu Dogman, Lars von Trier,
Il était en compète, Lars von Trier. Ah non, pas Lars von Trier, c'est pas en compétition. Non, j'ai vu ça, j'ai vu le... David Robert Mitchell. Voilà, j'ai vu Cold War, hein, et puis le Penelope Cruz, Javier Bardem aussi. Voilà, enfin bon. Non, mais c'est... Et puis tu vois l'enthousiasme dans la voix d'Arnaud. Moi, la compète officielle canoise. Puis alors en plus cette année, il y avait rien. Le jury, je serais à part peut-être Kate Blanchett, serait un foutu de te citer les membres du jury. Donc je sais pas, non, moi je me suis beaucoup cantonné aux sections parallèles et au marché, donc du coup j'ai vu très peu de films de la compète officielle, quoi. Alors je dirais Dogman, allez, dans ceux que j'ai vus, c'est en compète officielle, hein, c'est en compète officielle et ça peut tout à fait être une palme d'or. Voilà, ça, le film a été plutôt très bien reçu. On est du coup au bout de cet épisode qui a été un petit peu plus long que les autres parce qu'il fallait prendre le temps de faire le bilan parce qu'on était aussi plus nombreux. Merci Lucille, merci Arnaud, merci Hugo. Merci à toi David, hein, qui a assuré pendant tout le festival quand même. Merci. Hein. on en place une aussi pour Perrine et Daniel qui ne pouvaient pas être là, mais pour leur participation dans les épisodes précédents. Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de Nos Ciné Spécial Cannes 2018. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs qui nous a accueillis dans ces bureaux de la Malmaison pendant tout ce festival. En particulier à Inès, Jean-Charles et Catherine pour l'accueil. Merci à Camille, Alban et Quentin pour la prod, ainsi qu'à toute l'équipe de Nocidé, donc pour la prod et le son, à l'équipe de Binge Audio en général également. Cannes 2018, c'est terminé. Retrouvez tous les épisodes sur Binge Audio, Apple Podcasts et toutes vos applis de podcast. Et puis on se dit peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut. Bye bye. À quel moment ça a merdé? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement vous n'êtes pas du bon côté. Binge.